université et établissement, Université Sorbonne Paris-Cité. Je vais être extrêmement bref pour dire un nombre de choses limitées. Beaucoup de choses seront dites dans la table ronde et je n'ai pas envie de commencer par faire la table ronde à moi tout seul. La première chose d'abord, c'est pour remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à cet événement. Je me suis promené avant de venir ici dans l'étage où il y a les rencontres, les stands entre les entreprises et puis les docteurs et les doctorants qui viennent. J'ai vu le monde qui y était, les gens qui faisaient la queue devant plusieurs stands. Et j'ai trouvé ça à la fois très impressionnant et très réjouissant et très bien organisé. Donc merci aux uns et aux autres, et en particulier à l'association Biologie Talent. La nouveauté de l'édition de cette année, c'est qu'on a essayé d'organiser tout ça avec un regroupement, des regroupements. Donc les regroupements universitaires sont en Ile-de-France, c'est ce qu'on appelle les communautés universités d'établissement. Il y en a aussi, il y en a 8, et c'est un travail qu'on a réalisé ensemble. Et je le signale parce que c'est le premier, et je pense pas tout à fait le dernier événement qu'on essaie d'organiser entre communautés. Nous sommes dans les universités, dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, habitués à la compétition. La compétition est nécessaire, et la compétition entre les individus, la compétition entre les institutions, mais on est aussi dans un monde où la collaboration est absolument indispensable, et indispensable y compris avec les gens avec qui on est en compétition. Et cette collaboration, on a l'habitude en France et on l'exerce aussi à toutes les échelles, et notamment à l'échelle Île-de-France. La dernière chose, c'est pour revenir sur ce qui a été dit, l'enseignement supérieur en général, et le doctorat en particulier, véhicule un nombre considérable de stéréotypes. Et moi qui commence à les avoir pratiqués pendant 30 ou 40 ans de carrière professionnelle, il y a des moments où je dois dire que ça devient un peu lassant d'entendre parler des choses de la même façon depuis 30 ou 40 ans. Pour donner quelques éléments de ces stéréotypes, on est le seul pays dans le monde où les universités continuent à s'appuyer dans les journaux les facs. Je suis désolé, les facs ça existe, c'est autre chose, mais il y a des universités. Personne aux États-Unis ne va traiter MIT ou Harvard d'une fac, c'est une université, ou l'institut, et voilà. Mais on a cette habitude bizarre. Cette habitude bizarre aussi, une conséquence, c'est que les anciens étudiants des universités se sentent rarement anciens étudiants d'université. Ils se sentent étudiants de mathématiques, de physique, etc. Moi qui suis mathématicien, j'en suis très content, mais il est utile aussi, et je pense qu'il sera plus en plus utile dans le monde de demain, qu'ils sachent de quelle institution ils sont venus, d'où ils sont passés, qui les a diplômés, etc. De ce point de vue, il est incontestable que malgré leur petite taille, les grandes écoles ont un avantage sur les universités, et il faut que les universités, et surtout leurs étudiants, rattrapent cet avantage. Donc vous êtes docteur, dans la salle, dans telle et telle discipline et dans tel établissement. Les établissements sont différents. Comme ils sont différents, il y en a certainement qui sont meilleurs les uns que les autres. Chacun peut avoir sa conception de qui est meilleur, c'est pas à moi de la donner, mais soyez fiers d'avoir été formé dans tel ou tel endroit. Le dernier point, ça a été signalé, c'est que un des grands stéréotypes à toutes les échelles, c'est que les facs, si je reprends cette expression, les universités, ne donnent pas accès au marché du travail. Ensuite, on dit oui, mais bien entendu, quand on dit les facs, en gros, ça veut dire qu'on a enlevé les IUT, qu'on a enlevé les formations en santé, qu'on a enlevé les formations d'avocats, qu'on a enlevé les formations en docteur, qu'on a enlevé les formations d'ingénieurs, et puis il reste un tout petit machin qu'on appelle justement les facs. Qui existent, bien entendu, il y a des licences, on est très content d'en avoir. Il y a des masters. Dans les masters, il y en a qui ont des orientations plus professionnelles et d'autres plus théoriques. Il y en a beaucoup qui mélangent les deux orientations et tout ça est utile. L'enseignement supérieur en général et le diplôme dont on parle ici, le doctorat, donne accès au marché de l'emploi et donne accès à un marché de l'emploi dynamique en France et à l'étranger. Ce qui est frappant, c'est qu'une partie des employeurs le sait et une partie, pas la totalité, ça dépend aussi très largement des secteurs professionnels. Il y en a qui ont la tradition de recruter dans le monde des docteurs, d'autres moins, et une grande partie des étudiants le savent aussi. Et on revient sur le succès de cette journée et des gens qui viennent. Les étudiants ne cherchent pas tous à aller dans le secteur académique. Les étudiants, le secteur académique est un secteur professionnel très honorable. Ça fait 40 ans que je travaille et j'y suis heureux. Mais il n'y a pas que ce secteur-là. Les étudiants vont aussi chercher, et pas par défaut, pour une petite partie, mais pour l'essentiel non, parce qu'ils ont envie d'aller dans une activité privée, et c'est très bien, et c'est aussi l'honneur des formations doctorales que d'aller dans ces activités privées. Voilà, donc les enquêtes, celles qui viennent d'être présentées, d'autres,
année après année, explique que non, on n'est pas dans ce monde où la thèse est quelque chose où on réfléchit en coupant les cheveux en quatre et en ayant à la fin quelque chose qui ne sert à rien et à personne. Ça sert à sa formation, ça sert à la société. Et donc, je suis heureux de cet événement, heureux que vous soyez là, et je m'arrête et je passe la parole aux gens de la table ronde. Merci encore. Merci à M. Philippe Mérindol pour son intervention. Nous allons maintenant passer à la partie discussion, débat. Nous avons quelques petites minutes d'installation. Excusez-moi, est-ce que M. Laurent Gouzel est dans la salle? Ah, d'accord. C'est pas comment Il va arriver. Tant mieux là. Donc, le rapport de la SREN a récemment recommandé d'augmenter le nombre de docteurs diplômés à 20 000 d'ici l'horizon 2025. D'autre part, M. le ministre Thierry Mandon a annoncé dans la presse sa volonté d'augmenter le nombre de docteurs CIFRE et de doubler le nombre de docteurs embauchés dans le secteur privé. Donc, deux questions se posent. La première, sur l'augmentation du nombre de doctorants. Le message général qui est véhiculé dans l'opinion publique est que les docteurs peinent à s'intégrer dans le secteur privé et que le taux de chômage des docteurs en France est le plus élevé parmi les pays de l'OCDE. Donc, quelle est la stratégie ou la vision du ministère quant à l'augmentation du nombre de diplômes de doctorat délivrés chaque année? D'abord, merci de m'accueillir. Simplement, en même temps, je voudrais vous passer le message du secrétaire d'État qui m'a demandé de vous féliciter d'organiser cette manifestation. Et comme M. Mérindol, je suis allé visiter les entreprises, puisque je vais vous dire, je suis moi-même dirigeant d'entreprise. C'est un petit peu particulier, mais le secrétaire d'État, dans les objectifs que vous venez d'indiquer, madame, il avait besoin d'avoir un dirigeant d'entreprise à côté de lui. Donc, je suis pas membre du cabinet, mais je l'accompagne sur toute cette dynamique de la relation université, je ne dis pas fac, université, et entreprise. Donc, sur la question que vous posez, qui est effectivement un chiffre qui n'est pas jeté comme ça en l'air, il faut savoir que la France a besoin de se développer en innovation. Donc, elle a besoin de plus de chercheurs. Et moi qui ai une entreprise qui est dans les... qui n'est pas particulièrement technologique, bien que j'ai déposé des brevets et autres, mais qui fait de la fonderie d'alliage de zinc sous pression, on a besoin de continuité dans l'innovation. Et je regardais des stats l'autre jour, et vous avez la moitié des PME, TPE qui n'ont pas fait d'innovation l'année dernière.
Donc, on est bien dans cette complexité où on ne pourra jamais lutter contre les pays low cost. Donc, il faut bien évidemment rechercher à élever le niveau dans la compétition mondiale qui est la nôtre. Alors, après, vous allez me dire, mais comment vous faites, comment c'est possible? Bien évidemment, c'est un travail qui est actuellement mené avec les universités, les écoles doctorales, mais en même temps, ce qui m'a été demandé, c'est, et ça a été dans les publications d'ADOC très régulièrement montré, qu'il y a deux mondes séparés, le monde de l'université et le monde de l'entreprise, et qu'on reste sur des schémas des fois un petit peu vieillots, et connaissant un peu les deux, donc il m'a demandé de bien évidemment faire le lien entre l'université et les entreprises pour que ces deux mondes se pénètrent entre eux et se développent. Moi je suis beaucoup à San Francisco sur des affaires que j'ai là-bas. Je peux vous dire que c'est en permanence, ces échanges-là se font en permanence. On ne se pose même pas la question qu'on se pose ici en France. Donc le principe qui était mis, on va mettre, vous l'avez vu, c'est paru dans la presse, mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez un peu à l'origine du mot, parrain ambassadeur, donc on va être dans cette recherche de partenariat avec des personnes qui vont faire ces liens pour qu'on puisse bien évidemment développer la partie pénétration des docteurs à l'intérieur des PME, TPE pour développer toute la partie innovation. C'était très très bien présenté là tout à l'heure, vous l'avez repris là, bien évidemment, on annonce toujours des taux de chômage et autres et tout. Vous avez vu tout à l'heure dans cette présentation très intéressante, et je voudrais remercier ceux qui me présentaient, montre qu'effectivement le taux de chômage n'est pas celui qu'on a souvent en tête, et en plus de ça, dans l'analyse qui a été faite, j'ai retenu que finalement il y en a 1% qui sont vraiment dans la difficulté. Le reste, où c'est du volontariat dans l'attente de changer, mais il n'y a pas, voilà, la répartition n'est pas totalement homogène, ça a été montré, mais bien évidemment, on va aussi travailler sur ce sujet. Donc, ce qui est important, comme tout à l'heure M. Bernard disait, c'est important de ne pas rester dans les clichés. Hein. Il faut maintenant véhiculer des vrais messages, peut-être que ça a été présenté tout à l'heure, et je pense que ce serait intéressant, et je le dis pour ceux qui ont présenté tous ces résultats et ces analyses, il faut en faire de la publicité. Hein. Il faut aller pour que ça change. Hein. On ne doit pas rester dans des stéréotypes comme ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse. Et je laisse la parole à Florian pour la prochaine question. Je vais la poser à M. Coudreau, s'il le veut bien. Justement, vous qui êtes sur le terrain, au plus proche des doctorants, comment se concrétisent les recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au sein des universités et des écoles doctorales? En particulier, on a beaucoup parlé des COMUE. Est-ce que cette création des COMUE assez récente a modifié l'approche et la politique d'insertion professionnelle des doctorants et des docteurs? Et enfin, est-ce que vous travaillez seulement avec les doctorants ou est-ce que vous mettez également en place des actions spécifiques pour sensibiliser les directeurs de thèse? Merci beaucoup de ces questions. D'abord, effectivement, le travail a évolué. Les actions qui sont menées en faveur des doctorants ont peut-être évolué avec l'arrivée des COMUE pour plusieurs raisons. D'une part, quand on est un encadrant et qu'on fait de la recherche dans un domaine plus ou moins fondamental, souvent la recherche c'est fondamental, on est bien démuni pour aider les doctorants, et les doctorants à s'insérer ou à poursuivre leur carrière dans une activité autre que le monde académique, souvent par méconnaissance de ce domaine.
Et c'est bien pour ça qu'il est intéressant de structurer les activités, d'abord au niveau des écoles doctorales, ensuite au niveau des collèges doctoraux, et que ces collèges doctoraux sont au niveau des communes, ils atteignent une taille critique qui est relativement importante. Et quand vous regardez ce que font la plupart des communes françaises, je regardais ça un petit peu l'autre jour, il y a un très grand nombre de parcours qui sont menés pour aider les doctorantes et les doctorants à poursuivre leur carrière dans le monde autre qu'académique. Et c'est probablement quelque chose qui est aussi concomitant avec l'esprit ambiant, c'est-à-dire l'idée que le doctorat n'est plus juste une formation vers le monde académique, la reproduction de la situation antérieure, mais aussi une ouverture vers un très grand nombre de carrières, comme ça a été montré dans l'enquête dont on vient de donner les résultats. Et ça, je crois que c'est très important, cette capacité à aider l'ensemble de la communauté académique à accompagner les doctorants d'une situation où c'est vrai qu'ils sont pas forcément au courant de tout ce qui peut se passer, de tout ce que peut ouvrir le doctorat. Un certain nombre d'entre elles et d'entre eux commencent un doctorat en se disant ils veulent devenir enseignants-chercheurs ou chercheurs, mais réalisent au cours du doctorat que ce n'est pas forcément ça qu'ils ont envie de faire et donc peuvent s'orienter vers autre chose. Mais aussi, de plus en plus, on voit des doctorants qui commencent leur thèse en sachant qu'ils n'iront pas vers une carrière académique parce que c'est pas forcément ça qui les intéresse, et ça n'est plus comme ça quand on peut avoir ce cliché là aussi, par défaut, par dépit, une espèce d'échec de ne pas poursuivre, de ne pas devenir comme cette directrice de thèse ou directeur de thèse, un enseignant-chercheur ou un chercheur. Et donc c'est quelque chose de très positif de mon point de vue, cette ouverture pour que les doctorantes et les doctorants bénéficient de ça. Ensuite, la question sur les actions que nous menons, de nombreux établissements ont identifié effectivement la nécessité de sensibiliser également les encadrantes et les encadrants, les directrices de thèse et les directeurs de thèse, à cette nouvelle vision du doctorat, pour qu'ils comprennent que l'objectif, la mission d'un encadrant n'est pas juste de faire en sorte que sa doctorante ou son doctorant trouve un postdoc à l'issue de sa thèse, quelle que soit la définition assez vague qu'on peut trouver ce terme, mais veuille absolument poursuivre dans ce monde cette direction. Et au contraire, la possibilité pour un doctorant ou un doctorant de continuer dans une carrière très différente, et à mon avis, il y a un grand enrichissement, et donc il y a des actions qui sont menées spécifiquement pour sensibiliser, et ne serait-ce que présenter les résultats de cette enquête, et à mon avis, une façon d'ouvrir les yeux de l'ensemble de la communauté. Merci pour votre réponse. La prochaine question s'adressera à M. Vincent Mignac, le directeur de l'ABG. Donc la question de l'emploi des docteurs n'est pas nouvelle. En 1980, l'ABG a été fondée pour répondre à cette problématique. Cela fait donc 35 ans que l'ABG est à l'interface entre les docteurs et les entreprises. Comment percevez-vous les tendances de l'emploi des docteurs en France depuis 35 ans? Et comment l'ABG a-t-elle évolué depuis? Alors, merci de la question. Ça fait réfléchir parce que ça fait pas 35 ans que je suis à l'ABG. Et puis, 35 ans c'est long, on peut se dire à quoi ça sert d'exister si longtemps. On se pose toujours le problème. En fait, il y a plusieurs dates qui sont importantes. Effectivement, l'ABG a été créée en 1980 par le ministère de la Recherche de l'époque, le CEA et le CNRS. L'objectif, c'était de faire prendre conscience aux entreprises de l'existence du vivier de docteurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de problèmes de nombre de postes dans le secteur public qu'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a un vivier, une entreprise que vous ne connaissez pas, c'est les docteurs, et ces gens-là pourraient vous apporter des choses immenses. Et c'est de là que c'est parti. Il y a deux autres dates importantes. C'est 1981, c'est la création du contrat CIFRE, et 1983 du crédit impôt recherche, alors qui s'est envolé en termes de volume en 2008. Mais ces dispositifs incitatifs sont extrêmement importants parce que, en fait, si on veut parler de l'emploi des docteurs pendant la même période et de l'ouverture des entreprises aux docteurs, il y a une première phase qui était l'acculturation des grands groupes aux docteurs, et ça a commencé avec les CIFRE, et ça n'a cessé de grandir depuis. Et puis plus récemment, les PME se sont mises aussi, grâce au crédit impôt recherche, en particulier, pas seulement pour ça, mais à se préoccuper du vivier des docteurs et à en embaucher. Donc cette évolution, on peut toujours faire mieux, c'est clair, et l'ABG voudrait toujours que les choses soient encore meilleures qu'elles ne sont, c'est un peu obsessionnel.
Mais cette évolution, elle est claire, et les dispositifs incitatifs ont été extrêmement importants pour ça. Alors aujourd'hui, je peux dire que sur le cas de l'ABG, qui ne reflète pas tout l'emploi des docteurs, mais les 3/4 des CDI qui sont affichés comme offre d'emploi sur le site de l'ABG sont proposés par des PME. Donc il faut aussi que les docteurs eux-mêmes se rendent compte que les PME sont porteuses d'avenir et d'emploi, et que c'est là que sûrement leur débouché professionnel se situe. Simplement, merci pour ça, c'est important. Simplement de rajouter quelque chose qui n'est pas trop connu encore auprès des entreprises, c'est le CIR jeune docteur. Donc ça, il faut aussi le faire savoir, puisque c'est important et ça participe largement à employer les jeunes docteurs. J'ai donc une deuxième question. C'est par rapport à l'outil MyDocPro. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Ça a été d'ailleurs créé avec la CPU et le MEDEF. Oui, alors c'est une belle opération parce qu'effectivement c'était un projet qui a été porté par l'ABG mais aussi avec le MEDEF qui n'est pas loin et puis la conférence des présidents d'université. Et le but c'était vraiment d'aider les docteurs à parler de leurs compétences, parce que là aussi c'est quelque chose dont ils prennent conscience de plus en plus, de parler de leurs compétences dans un langage qui puisse être compris par les entreprises. D'avoir un langage partagé entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Et donc c'est un portail web, mydocpro.org, qui permet à ces acteurs, que ce soit les docteurs, les entreprises et aussi les responsables académiques, de se rejoindre sur les compétences des docteurs et de trouver les moyens de les présenter. Donc, pour donner un exemple, je ne vais pas vous monopoliser la parole, mais un jeune docteur peut regarder les 24 compétences qui sont proposées sur DocPro et ensuite, sur celles qui lui semblent pertinentes et qu'il a envie d'expliciter, raconter une histoire qu'il a vécue, une étape de sa carrière qui permet d'illustrer l'acquisition de cette compétence. Et ça, c'est une aide, à mon avis, majeure pour se présenter aux entreprises, puisque c'est leur parler d'expériences vécues, et donc qui sont transposables à ce qu'on peut faire en entreprise. Donc, comme le disait Dunia, le MEDEF est partenaire et a participé à la création de l'outil MyDocPro. Monsieur Gouzen, quel est l'intérêt de cet outil pour les entreprises? Et on peut noter également qu'une convention a été signée récemment entre le MEDEF, la CPU, la CGE, la CDFI, ayant pour objectif d'amener à 100 le nombre d'entreprises ayant leur profil sur MyDocPro en 2016. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc oui, MyDocPro, comme l'a expliqué à l'instant, est un outil qui était conçu initialement pour aider les docteurs en fait à exporter leurs compétences vers d'autres cieux que leur laboratoire, qui n'était pas forcément l'endroit où ils trouveraient un job, à la fois vers d'autres laboratoires, mais surtout aussi vers les entreprises. Et cet outil, justement, permet de se sortir un peu du sujet de thèse. En fait, c'est même son objectif, c'était de s'écarter du sujet de thèse. C'est un défaut du thésard, quand il finit sa thèse, de penser que le monde gravite autour de sa thèse. C'est presque le cas, mais pas toujours. Et il faut le recentrer un peu. Voilà. Il faut élargir sa perspective, et donc l'outil permet de raconter des histoires, surtout au DRH. Et également à tous les employeurs, tout en formant finalement le jeune docteur à ce discours sur ses compétences qui sont autres que son sujet de thèse, qui est un sujet lui-même très pointu. Alors, l'idée, c'est que autour de cet effort finalement que va faire le thésard pour essayer de raconter son histoire, mettre son CV, on s'est dit que l'effort pouvait être mieux utilisé, mieux capitalisé, si on était capable aussi, finalement, toutes les données sont là, il y a les CV, il y a les portraits, il y a les histoires des gens. Donc pourquoi ne pas utiliser cet outil MyDocPro comme un outil de rencontre entre les entreprises et les docteurs? Et donc l'idée, c'est que les entreprises en fait, viennent aussi déposer leurs offres d'emploi justement pour les jeunes docteurs. Et donc tout le sens de l'accord qui a été récemment signé autour de MyDocPro est justement d'inciter environ, pour commencer, j'espère qu'un jour on fera mieux, mais commençons déjà par 100, qu'une centaine d'entreprises en fait, viennent porter systématiquement leurs offres d'emploi en recherche de jeunes docteurs sur le site, de façon à le rendre aussi plus vivant, plus attractif pour les docteurs, mais aussi plus attractif pour les entreprises.
Et donc, d'une manière plus générale, quelle est la vision du MEDEF sur le profil des docteurs? Est-ce que vous pensez que les docteurs peuvent être une clé via leur capacité d'innovation et leurs multiples compétences pour résoudre le problème de déficit chronique de croissance en France? Et est-ce que, selon le MEDEF, il y a un décalage entre ce que les acteurs académiques et associatifs défendent et les besoins réels des entreprises? Alors, le premier, c'est que le MEDEF est reconnu depuis longtemps, et depuis longtemps, on a même fait plus que reconnaître, c'est qu'on a carrément fait plusieurs conférences au MEDEF dans le Grand Amphi, qui à chaque fois était plein d'ailleurs, et plus que plein, parce que les gens étaient dans les couloirs, assis sur les marches, etc. Donc c'est un amphi de 300 places, on a réussi à mettre 600 ou 700, c'est-à-dire que ça a vraiment mobilisé les troupes. Des conférences sur embaucher le docteur, car les docteurs sont des compétences que les entreprises ont besoin. Elles ont besoin de gens qui ont appris, et ça c'est d'autant plus vrai dans un monde moderne, c'est des gens qui ont appris à chercher par eux-mêmes l'information, à la structurer, à en faire quelque chose de compréhensible pour eux. La formation de docteur, c'est ça, c'est de comprendre finalement ce que personne n'a compris avant. Et finalement, comme dans un monde qui bouge de plus en plus, c'est ce talent-là dont on a besoin. Évidemment, il y a des compétences techniques, mais derrière, c'est cette formation intellectuelle dont on a besoin, qui vont permettre de comprendre ce qu'ont fait les concurrents, mais qu'ils n'ont pas dit. C'est ce que sont en train de faire les commerciaux, mais qu'ils n'ont pas dit. C'est comprendre la stratégie d'une boîte, mais qu'ils n'ont pas dit. C'est comprendre ça, c'est essayer de tirer. Et puis de faire des synthèses un peu complexes entre finalement un peu de technologie, un peu de marketing, savoir chercher l'information. Tout le monde ne sait pas chercher l'information. Dans une entreprise, c'est un truc qui s'apprend. Et puis ils ont appris aussi à être créatifs, ils ont appris à gérer des projets, ils ont eu leur projet de thèse à gérer, voilà, donc ça a pas mal d'avantages. Et des projets qui ne sont pas triviaux, hein, une thèse c'est pas simple par définition. Voilà, vous prenez un ingénieur lambda ou quelqu'un qui sort d'école, au bout de 2 ans ou 3 ans, tout le monde a géré un projet plus ou moins grand. Mais gérer un projet difficile, c'est pas avec beaucoup d'inconnus. Parce que gérer des projets où on connaît tout, c'est facile. Je veux dire, tout le monde s'est planifié ses vacances, c'est un projet. Maintenant, une thèse, c'est un autre projet, c'est un peu plus long. Il faut apprendre à faire ça, il faut apprendre à activer des bonnes personnes, des bons moyens. Il faut se faire des copains avec les techniciens, sinon ils ne font pas la même pour vous, ils ne font pas un petit plus, etc. Et puis il faut connaître des patrons de la mode qui vont vous aider à faire un publier quand tout va bien, et ainsi de suite. Donc c'est plein de choses comme ça. C'est tous ces trucs-là que les docteurs finalement savent et qui sont très très utiles dans l'entreprise. Alors après, la deuxième, il y a tellement de questions que je vais excusez, j'ai jamais à dépiler. Donc moi, on pense bien les docteurs, et en fait, ce qu'on fait, voilà, en résumé, le MEDEF pense beaucoup bien les docteurs et encourage les entreprises à embaucher des docteurs, d'où l'action qu'on a avec Pro, mais ces conférences régulières, et les discussions que l'on a régulièrement avec la DG. J'étais hier matin à la MRT, comme vous savez, finance les thèses CIFRE. Voilà, donc c'est une action très, très régulière de fond, et on espère aussi je dirais, continuer à promouvoir cette formation auprès des MEDEF territoriaux. On est en train de réfléchir à des actions qui vont pouvoir diffuser notre secteur. Merci pour votre réponse. Oui, il y a une question sur le positionnement aussi. Alors, question de positionnement. C'est facile, mais en fait, en gros, les labos, ils font de la recherche fondamentale et un petit peu de recherche appliquée. Les entreprises, elles font un tout petit peu de recherche, epsilon de recherche fondamentale et beaucoup de recherche appliquée. Donc il y a un continuum. Voilà, voilà, c'est très caricatural, ça ne veut pas dire qu'il y a des entreprises qui ne font pas de la recherche fondamentale, ça ne veut pas dire qu'il y a des labos qui ne font pas de recherche appliquée, mais globalement ça marche un peu comme ça, donc c'est un continuum. La difficulté, c'est dans un secteur, c'est de se positionner les uns par rapport aux autres, de façon à ce que les chercheurs ne réinventent pas ce qui a été fait dans l'industrie, ce que j'ai vu, ou inversement, que ce soit trop loin de l'industrie, ce qui existe aussi. Donc leur recherche des fois soit tellement ésotérique que finalement il n'y a personne derrière. Et les entreprises du coup se retrouvent un peu démunies pour réalimenter leur base technologique de façon régulière, ce qui leur permet d'avoir des produits qui sont aussi plus compétitifs. Donc, alors après, la dernière question sur la compétitivité, est-ce que c'est la... Bon, on sait que si on a des produits meilleurs, ils seront vendus, mais bon,
c'est une condition, mais ce n'est pas la seule. Il faut avoir des bons commerciaux, il faut savoir les vendre, il faut trouver les marchés, il faut savoir investir pour fabriquer. Il y a plein d'autres conditions derrière, il ne faut pas avoir trop de taxes et des choses comme ça qui font que le prix du travail est trop cher en France. On va pas trop sur mais c'est vrai que le prix du travail est trop cher en France. Heureusement qu'on a très bien pour recherche. Voilà. Les entreprises connaissent bien aussi ce dispositif, je ne suis pas sûr. J'étais encore étonné tout à l'heure, je discutais avec une entreprise d'électricité qui me disait qu'ils avaient embauché un jeune astrophysicien. Voilà, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il faut faire monter plus sur les étoiles, mais bon, je vous empêche que de façon pratique, il est dans l'entreprise et qu'il est nouveaux produits sur le web. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en fait, mais toujours est-il qu'il est dans le métier et c'est un jeune astrophysicien qui est embauché grâce au dispositif. Merci. Merci. Vous avez une prochaine question de Mme Amandine Bonneau, directrice d'AGHR. On va séparer les questions en groupe. Votre métier consiste à être à l'écoute des besoins des entreprises et leur trouver les compétences correspondant à ces besoins. Donc, selon votre expérience, pensez-vous que les jeunes docteurs, à la fin de leur doctorat, sont adaptés au monde de l'entreprise? Sinon, que recommandez-vous? Inversement, ressentez-vous encore des réticences de certaines entreprises à embaucher des docteurs? Et si oui, quel est le discours que vous leur tenez? Donc si je schématise la question, c'est d'abord est-ce que je pense que c'est adapté? En deuxième lieu, quel levier d'amélioration, si en tout cas il y en a. Alors, j'ai réfléchi à comment répondre à cette question et je vous avoue que l'article qui est paru dans Le Monde il y a 2 jours de cela sur le doctorat va me faire complètement changer la manière dont j'ai répondu. Donc, vous donner une petite anecdote. Marc, qui est ici présent et qui est également jeune astrophysicien chez nous, chez Doctor Management, et qui est chef de projet sur le projet emploi, a répondu à une interview d'à peu près 1h30 auprès du journaliste en lui montrant tous les chiffres, donc les chiffres qu'on a entendus tout à l'heure sur le 91% d'emploi à 3 ans, dont 46% en entreprise, sur ces 46% en entreprise, 43% hors arrêt des IRIG, 19 secteurs selon l'ANAF, etc. Et la seule phrase qui est ressortie dans ce magnifique article, c'est que finalement, ce qui était une preuve que les docteurs étaient adaptés aux entreprises, c'est qu'une entreprise comme la nôtre existe et se porte très bien. Donc, je vais répondre à la question en vous disant que Adopt un management qui est effectivement en permanence à l'interface entre docteur et entreprise, et qui a choisi depuis début 2008 de se spécialiser dans la gestion de carrière des docteurs à travers une activité de conseil en recrutement, de formation et d'études et recherches, se porte très bien. Même si je n'ai plus de voix, ça c'est un autre problème. Et donc ça, c'est censé être la meilleure preuve après le journaliste du monde. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites de part et d'autre. Moi, je reviens sur le fait qu'on est fondamentalement dans une société fondée sur la connaissance et que les docteurs ont réellement une carte à jouer. Et d'ailleurs, on voit dans les résultats qui ont été présentés précédemment, juste derrière les compétences scientifiques et techniques, des compétences qui ont permis aux docteurs diplômés en 2014 de trouver leur emploi, sont en deuxième lieu les capacités cognitives d'analyse, de synthèse, de vision critique, et en troisième lieu la gestion des problématiques complexes. Vous avez fait sortir, savoir répondre à des problèmes déjà mal posés en soi, savoir les étudier. C'est vraiment, à mon sens, ce qui permet aux docteurs d'être adaptés, y compris sur des postes hors R&D. Donc, ma réponse est clairement, oui, ils sont adaptés. Je vous incite à aller voir aussi les résultats plus complets de l'enquête d'emploi 2014, parce qu'il y en a que très peu qui ont été issus, un peu plus focus qui vous permettront d'aller plus loin. Maintenant, c'est pas parce que ma réponse est clairement oui que je vais vous dire tout est rose et on ne peut rien faire. Non, il y a toujours bien évidemment des leviers d'amélioration. Il y a des leviers d'amélioration de tous les côtés. Donc, le
Le premier côté que je vais choisir, je sais qu'il y a pas mal de doctorants et docteurs dans la salle. Le premier levier pour vous, c'est vraiment d'anticiper la définition de votre projet professionnel. On l'a vu tout à l'heure, ça joue clairement sur le taux d'emploi et sur le niveau de satisfaction. La bonne question à se poser, c'est pas est-ce que vous trouverez un emploi. Un emploi, vous en trouverez un. Et est-ce que vous trouverez l'emploi où vous épanouirez pleinement et où vraiment vous réaliserez, vous serez satisfait à 100%. C'est ça la bonne question. Et ça passe aussi par une réelle curiosité. Une curiosité pour pouvoir vous projeter dans les métiers, dans les environnements professionnels, quels qu'ils soient que vous visez, comprendre les enjeux des entreprises, les modes de fonctionnement, les problématiques. Et je pense réellement que ça, c'est clairement à votre portée, très, très clairement. C'est de la veille, une autre forme de veille que celle que vous faites dans le cadre de votre doctorat, mais je pense que vous avez tous les outils et les compétences pour le faire. Côté recruteur aussi, il y a un levier d'amélioration. Mon discours est très très loin de la morosité ambiante, parce que nombre et nombre d'entreprises, on le voit ici au forum, il y a une soixantaine d'entreprises quand même. Juste pour le rappeler, il y a eu 62 entreprises qui ont refusé des entreprises. Oui. Donc, chacune a de nombreux postes très variés à proposer, moi aussi pour avoir fait le tour du forum. Donc, bien sûr, nombre et nombre d'entreprises sont déjà persuadées. Maintenant, effectivement, moi j'accompagne aussi des entreprises qui sont très novices dans le recrutement de docteurs et qui ont un peu peur au début, on ne va pas se mentir. C'est un animal curieux, se disent est-ce qu'il va s'intégrer, est-ce qu'il va être compris par nos autres cadres. Et là, il y a une pédagogie particulière à faire qui est de notre ressort à tous, université, cabinet de recrutement comme nous, entreprises, docteurs déjà intégrés dans les entreprises, pour faire comprendre la complémentarité. Il ne s'agit pas de jouer la confrontation et le débat docteur versus ingénieur très stérile. On est plein, y compris ici, et ingénieur et docteur, et on sait que ce n'est pas la même formation d'esprit, façon d'appréhender les problèmes. Donc jouer la complémentarité, montrer finalement comment la posture un petit peu différente, la façon d'appréhender les problèmes va compléter très bien les équipes. Et moi je suis persuadée qu'une fois qu'il y a un docteur qui a intégré que ça se passe bien, derrière l'entreprise elle a plus peur et au contraire ça fait un effet de levier, surtout sur l'exemple, un effet d'entraînement et elles en remontent ces entreprises. Donc ça c'est la meilleure fois. Merci beaucoup pour la réponse. Merci aussi d'avoir parlé de l'article du Monde. Je pense qu'il fallait mettre une photo à cet article. Une jolie photo. Il manquait juste ça pour compléter le tableau. Je laisse pour la prochaine. Ah non, c'est pas fini pour vous. Pardon. Donc, vous avez parlé des compétences des docteurs. Nous avons mis sur cette scène 3 docteurs entrepreneurs, M. Gouzel, Mademoiselle Egno et vous-même. Pensez-vous que les docteurs sont des entrepreneurs dans l'âme? Alors, j'ai envie de donner un chiffre, effectivement. C'est ma façon de faire en général. Et le chiffre qui a été donné finalement tout à l'heure lors de la présentation des résultats de l'enquête emploi sur les docteurs diplômés en 2012, on s'aperçoit que 3 ans après le doctorat, 3% ont créé leur entreprise. C'est un chiffre qui reste relativement faible. Il y a une marge de progression, néanmoins, je pense qu'on est dans un terreau extrêmement positif pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, vous avez su faire intervenir les pépites à travers différents ateliers. Je pense que c'est très bien de former les docteurs à l'entrepreneuriat. Très clairement, ce qu'on voit, c'est que les docteurs sont en général des entreprises à forte valeur ajoutée. Un chiffre qui est souvent cité, je trouve qu'il est très représentatif, sur le concours national de création d'entreprises de technologie innovante, à peu près 50% des primés, des lauréats chaque année sont docteurs. C'est
énorme. Ce qu'on voit plus globalement, c'est que même dans les services, les docteurs créent en général des entreprises qui gardent un lien à la science ou à l'innovation. Moi, j'interviens beaucoup auprès de doctorants sur des formations de création d'entreprises. Elles se multiplient un petit peu partout, hein, Thomas pourrait largement le dire. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a quand même une forme de changement identitaire, de changement de posture entre la posture de recherche et la posture du chef d'entreprise. Néanmoins, il y a des compétences communes. Alors, j'en ai fait une petite liste par rapport à nos études là aussi. Donc, dans les compétences que peuvent développer les doctorants et qui en font des bons chefs d'entreprise, la créativité, la ténacité, la capacité à rebondir sur un échec et en faire résilience, la capacité à naviguer dans l'incertitude, à sentir les tendances émergentes, la veille, la capacité à collaborer et à mobiliser des expertises externes, à se débrouiller avec 3 petits ficelles. La débrouillardise, la capacité à aller chercher des financements, à convaincre et à présenter son projet vers des publics différents. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, je pense qu'il faut tous qu'on s'en empare. Pourquoi? Parce que c'est un vrai levier pour l'emploi des docteurs d'une part et pour l'emploi en France d'autre part, puisque c'est créateur de valeur. L'autre levier que je vois, et j'insiste là, c'est pour les doctorants qui sont dans la salle. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à créer une entreprise maintenant, mais réfléchissez à en rejoindre des startups. Je pense réellement que les startups peuvent parfaitement vous convenir. Je sais que parfois vous avez à l'esprit que ce soit trop risqué, soit ça vous fait moins rêver que certaines grandes entreprises qui proposent aussi des postes partis. Il ne s'agit pas de les opposer. Et je pense que pour ceux d'entre vous qui sont en recherche de polyvalence, de challenge, d'ouverture, qui ont soif d'apprendre, de progresser rapidement, de se remettre en question, ça peut tout à fait vous convenir. Et moi, je suis ravie qu'aujourd'hui, on ait pu monter les startups pour un show. Je travaille très fort, je pense que ça a été un gros succès. Donc voilà, je finirai là-dessus, mais c'est un projet que je reviens vers M. Laurent Roussel. Juste pour avoir votre avis sur la même chose. Vous pensez quoi des docteurs entrepreneurs? Que pensez-vous des docteurs entrepreneurs? Moi aussi, j'ai une petite expérience d'entrepreneur. Après ma thèse, j'ai travaillé 2 ans dans un laboratoire, et puis je travaille sur des intelligence artificielle, en fait, et puis j'allais régulièrement des entreprises qui passaient dans le laboratoire. Je disais, ah, c'est bien ce que vous faites, mais moi, comment je fais pour mon problème? Alors, quand il y en a 1, 2, 3, 4 qui viennent vous voir, et puis à la fois, peut-être que je pourrais faire une entreprise. On y va doucement, on y va à mi-temps, on dit, tiens, je vais voir ce que ça donne à mi-temps, et puis finalement, 3 ans plus tard, j'avais 35 ingénieurs, donc ça a bien marché. J'ai vendu du départ, et puis après je suis entré dans un grand groupe qui s'occupait de grosses usines, de gros projets, ça changeait avec des milliers de personnes, donc c'est assez amusant, et que j'ai quitté il y a 5 ans, et puis je remontais une boîte qui fait de la gestion de connaissances. Je suis un gros start-upper, bien plus tard, on peut refaire des choses. Et c'est bon, on l'a, je pense, je suis pas sûr que ça soit complètement lié à ma thèse, donc en tant que trait de caractère, par contre les compétences que j'ai acquises me permettent de refaire des choses sur ce genre de choses. On profite un peu de ces en confiance, à la fois ce trait de caractère et ses compétences et ces réseaux qu'on a qui permettent effectivement de réalimenter. Rien dessus, la thèse c'est pas. La vie ne se termine pas à la fin de la thèse. En fait, vous avez créé, docteur, vous allez vous créer des réseaux dans les laboratoires, tous les gens qui sont avec vous en doctorat, c'est des gens que vous conserverez dans votre réseau d'amis et qui vous feront connaître d'autres amis, d'autres personnes, etc. Donc travaillez-les, pas au sens travailler, mais il suffit d'être sympa avec, quoi. Il n'y a pas besoin de faire plus, les voir et les apprécier à leur juste mesure. Et vous verrez, c'est assez amusant, c'est des gens qui ont suivi toute sa vie, c'est surprenant. Et puis un jour, quand vous aurez atteint une certaine maturité, un jour vous écrivrez une petite lettre à votre directeur de thèse en disant « Ah, j'ai passé 50 ans d'être, bravo, c'est grâce à vous que j'ai pu faire ça. » Merci beaucoup. Donc, évidemment, Madame Evno, la question va être à peu près identique pour vous. Je rappelle que vous êtes lauréate du concours docteur entrepreneur de l'AEF 2015.
pensez-vous que les compétences que vous avez pu acquérir pendant votre doctorat vous ont aidé dans votre aventure entrepreneuriale? Et en particulier, peut-être y a-t-il un lien, en plus du concours docteur entrepreneur de l'AEF, vous avez gagné la première édition du concours de pitch professionnel de la BG. Et donc au-delà des compétences techniques et scientifiques bien reconnues des docteurs, pensez-vous que la capacité à communiquer est intrinsèque au profil de docteur ou est-ce que vous l'avez travaillé? Alors oui et non, enfin les deux. C'est vrai que je pense que la première fois où on arrive dans une conférence avec tous les chercheurs les plus renommés qui sont tous, qui ont tous fait plein d'années de recherche, comme nous on vient de commencer notre thèse et qu'on doit présenter notre petit article en anglais, c'est sûr que c'est un bon exercice quand même. Ça au moins on apprend à gérer le stress et voilà, pas trop avoir peur. Donc c'est sûr que là-dessus c'est un bon exercice. Après c'est pas tout à fait la même chose. Présenter son projet de recherche et présenter son entreprise, c'est quand même pas la même façon de présenter les choses, surtout qu'on n'a pas le même public, donc justement il faut essayer plutôt de vulgariser, alors que du côté de la recherche on est plus dans le détail technique. Voilà. Après, ah oui, sur l'expérience de docteur en général, oui, je pense que c'est comme ce que vous disiez avant. Il y a vraiment... finalement, je réfléchissais à ça l'autre jour, je me suis dit, en fait, entre être chercheur dans un labo et chef d'entreprise, en fait, on fait un peu la même chose, quoi, parce qu'on passe son temps à chercher de l'argent. Il faut présenter, finalement il faut avoir quand même un sujet qui est un peu vendeur pour justement rédiger un dossier un peu sexy. Voilà, après il faut être tenace, persévérant. C'est sûr que là, moi, les hauts et les bas, en fait finalement c'est un peu comme dans la thèse, hein. C'est un jour, ah ouais super, on a un super résultat, en fait après on se rend compte que c'était pas ça, ou alors on a un autre problème qui arrive. Donc dans une entreprise, c'est très souvent comme ça aussi. Et puis, non, moi ce que je voulais rajouter, et je pense qu'il est intéressant quand on est docteur de créer son entreprise, en fait, c'est l'idée, quoi, parce que finalement, il y a beaucoup de projets qui sont développés dans des labos qui restent un peu dans les labos, alors que finalement, c'est sûr qu'il y a de la recherche fondamentale, mais il y a quand même beaucoup de choses qui s'appliquent assez facilement à des problématiques. Et c'est un peu dommage que ça reste dans les labos, parce que voilà, on a besoin de créer des entreprises, on a besoin d'idées intéressantes, on a besoin de technologies innovantes. Et tout ça, c'est vraiment des choses qui sont développées dans des labos. En fait, non, je ne veux pas que je dise ça, mais c'est vrai qu'à la base, il y a beaucoup d'idées qui peuvent sortir de laboratoire, et ça serait dommage de ne pas les aider. Alors, c'est vrai que ça fait peur au début, j'avoue, j'ai un peu hésité. Finalement, c'est grâce à la BG que je me suis lancée. Et voilà, je pense qu'on a toutes les capacités pour mener un projet. Voilà, créer une entreprise, c'est de la gestion de projet, c'est gérer un projet à long terme comme la thèse. Donc je pense qu'il faut se lancer. Et après, c'est vraiment intéressant. Et finalement, je pensais qu'on apprenait plein de choses en thèse, mais en fait, on apprend encore plus de choses quand on crée son entreprise. Non, mais ça... Je veux dire un petit point, c'est justement sur la collaboration entreprise-laboratoire. Dans le groupe où je travaillais avant, donc on animait on avait un très grand réseau de laboratoires, on avait une centaine de laboratoires partenaires. Donc il y avait du travail. Et en fait, avec certains d'entre eux, on a signé des contrats cadres, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à coopérer avec eux de façon continue sur plusieurs années, de financer des thèses, de leur mettre des moyens à disposition, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le nombre de publications de rang A, donc les meilleures publications du laboratoire, ont été multipliées par 3 en l'espace de 3 ans. Donc
qu'en fait le laboratoire a considérablement amélioré sa qualité de publication. Alors qu'on avait les mêmes personnes, on s'est dit mais pourquoi ils ne faisaient pas de la bonne recherche avant? Si, ils faisaient de la bonne recherche, mais ils ne faisaient pas de la recherche qui était pertinente. C'est-à-dire qu'en fait, nous en tant qu'industriels, on est venu leur poser des questions qui étaient meilleures. Les questions étaient meilleures, ça veut dire qu'on les posait. Et c'est pas qu'on avait la réponse. Simplement, c'est qu'eux, avec leur savoir, apportaient des réponses à des vraies questions qui étaient posées de façon pratique. Et ces questions ouvraient à nouveau d'autres perspectives. Et c'est là où, en fait, cette coopération industrie-recherche, en fait, on a vu que ça marche bien.